Maxime Ouellette va ouvrir le bal avec une présentation intitulée « Transformation de l'université et crise de l'économie du savoir globalisé ». Maxime est professeur à l'école des médias de l'UQAM, chercheur au Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, l'information et la société, le CRISIS, et membre du collectif Société. Il a coécrit et dirigé avec Éric Martin, Université Inc., que vous connaissez tous, des mythes sur la hausse des frais de scolarité et l'économie du savoir chez Lux en 2011, ainsi que la tyrannie de la valeur. Tyrannie de la valeur, débat pour le renouvellement de la théorie critique chez Éco-Société en 2014. Son plus récent essai s'intitule « La révolution culturelle du capital, le capitalisme cybernétique dans la société globale de l'information », publié aux éditions Éco-Société. Alors Maxime. La façon dont on va procéder, c'est après chaque présentation, peut-être réserver une petite période pour des questions peut-être de précision. On ne s'engagera pas sur un débat, un grand débat, on fera le grand débat donc, dans le cadre du panel qui suit à 15h45. Donc, mais des questions de précision après chaque présentation. Bonjour, donc il me fait plaisir d'ouvrir ce colloque, je ne m'y attendais pas. Donc, pour débuter ma présentation, juste commencer un peu par présenter, c'est une publicité qui a été diffusée l'année dernière, justement, dans les cahiers qui sont remis aux conférenciers de la CFAS, où l'Université de Montréal faisait la promotion de son association avec Google en disant quoi en commun, Google, Facebook et l'Université de Montréal. En fait, cette publicité-là sert de prétexte pour un peu me questionner sur les transformations, justement, on pourrait dire structurelles, systémiques, institutionnelles, qui ont cours dans l'économie du savoir. Finalement, quelles sont les conséquences sur les transformations de l'université. Pour ce faire, je vais m'inspirer d'un livre assez récent qui a été écrit par le philosophe français Bernard Stiegler, livre qui s'intitule État de choc, bêtises et savoir au 21e siècle. Stiegler souligne, je le cite ici, je vais le citer ici, il dit « S'il y a dans les universités du monde occidental un profond malaise, et si ces universités ont pu se trouver, à travers certains de leurs corps professoraux, souvent consentantes et parfois compromises à un point considérable quant à la mise en place du système financier qui, avec l'installation d'une société hyper-consumériste, pulsionnelle et addictogène, a conduit à la ruine économique et politique planétaire, c'est parce que leur finalité, leurs organisations et leurs moyens ont été entièrement mis au service de la destruction de la souveraineté telle que les philosophes dits des Lumières la concevaient, c'est-à-dire telle qu'elle ne pouvait être que fondée sur la majorité, entendue comme sortie de la minorité, au sens où Kant développe ces notions. Donc, ma communication va reprendre en gros le diagnostic qui est proposé par Stiegler, voulant finalement que l'université n'est pas étrangère aux multiples crises qui traversent nos sociétés contemporaines. Même, souvent, on pourrait dire qu'il participe activement. Donc, il s'agira d'analyser comment les mutations de l'économie contemporaine, qui se caractérisent par la globalisation, la financiarisation, l'informatisation, la marchandisation du savoir, s'accompagnent également d'une transformation institutionnelle au sein des universités, puis également d'une transformation dans la pratique des acteurs qui sont au cœur de l'institution, on pourrait dire principalement les professeurs, les étudiants. Derrière une série de réformes éparses, on pourrait dire qu'il se trame un projet de transformation de la finalité de l'université qui possède au final une cohérence idéologique et politique. Donc, il va s'agir dans ma présentation de montrer la complémentarité institutionnelle entre ces transformations politiques, économiques, ainsi que les transformations des institutions d'enseignement. De même que leur arrimage sur un nouveau mode de production de la connaissance, on peut s'exprimer ainsi, qui est assez représentatif par la publicité qui est présentée ici. Donc, dans un premier temps, je vais présenter les fondements idéologiques de ce qu'on pourrait appeler un nouveau régime de production de la connaissance, dans le nouveau régime sur lequel s'appuient les réformes des universités depuis, on pourrait dire, une trentaine d'années environ.
J'ai essayé de montrer comment ces réformes ont participé à la situation de crise qui perdure depuis un bon nombre d'années, tant au sein des institutions d'enseignement que dans les sociétés contemporaines. Donc, puis finalement, je vais essayer de montrer comment la solution de sortie de crise qui est préconisée à la fois par les élites, on pourrait dire politiques, même universitaires, par les hautes administrations, ne font qu'accentuer les contradictions qui sont au cœur des sociétés dites du savoir. Donc, premier point, je dirais qu'il est possible de soutenir que l'article de Friedrich Hayek, qui s'intitule « The Use of Knowledge in Society », est en quelque sorte à l'origine du manifeste de l'économie du savoir avant la lettre. Hayek, juste pour résumer schématiquement, va dire que le marché ne se caractérise pas par sa capacité d'établir un équilibre parfait entre l'offre et la demande. Il s'agit plutôt, on pourrait dire, d'un algorithme. Il pense en termes algorithmiques avant le temps, qui transmet des informations aux divers agents économiques qui sont eux-mêmes conçus comme des processeurs informationnels. Donc, si la conception moderne de la connaissance et du savoir était associée à une capacité de compréhension synthétique des phénomènes sociaux, la pensée néolibérale va réduire le savoir à une information. Donc, on ampute le savoir de sa dimension culturelle, qui était constitutive justement de la réflexivité humaine, pour le transformer en une pure donnée, qu'on pourrait dire insignifiante, sans signification, qui peut par la suite être transformée en marchandise. Donc, la valeur d'une information va se mesurer par sa capacité à réduire les risques et les incertitudes. Donc, seules les informations qui réduisent les incertitudes vont être communiquées par le système des prix, on pourrait dire par le marché, donc valorisées également. Cette transformation au niveau épistémologique, elle va être explicitée plus tard par Jean-François Lyotard dans La condition postmoderne, qu'il faut se rappeler, était au départ un rapport sur les universités commandé par la Conférence des universités du Québec. Donc, Lyotard soutenait que dans les sociétés post-industrielles et post-modernes, le nouveau critère de validation du savoir n'était plus la raison, mais plutôt ce qu'il appelait la performativité. Donc, il ne s'agirait plus d'orienter la recherche vers la quête de vérité, mais plutôt en fonction du critère calcul coût-bénéfice, bref, qui se résume par la formule combien ça coûte, combien ça rapporte. Face à ce constat qui est présenté par Lyotard comme une fatalité, Lyotard va voir dans la condition postmoderne la sveltesse, ce qu'il appelle la sveltesse, la souplesse, l'absence de hiérarchie que permettent les jeux de langage, notamment par l'accès aux bases de données, comme étant finalement la solution face à la performativité du savoir. Selon Stigler, que j'ai cité au début de ma présentation, Stigler voit là dans ce qu'on peut appeler la pensée post-structuraliste française, dont Lyotard est l'incarnation. Stigler va dire que ce type de pensée a conduit à une véritable stérilisation de la pensée elle-même, donnant trop souvent l'impression de rationaliser et de légitimer le renoncement à penser une alternative, par exemple en posant qu'il n'y a aucune alternative à l'état de fait conduisant à la déraison universelle autre que la résistance face à une sorte de fatalité de la bêtise et de la performance imposée comme un nouveau régime des savoirs devenu marchandise informationnelle. Donc, on peut dire effectivement que les principaux postulats de la French Theory, l'anti-universalisme, l'anti-humanisme, l'anti-essentialisme, qui sont au fondement d'une espèce de doxa relativiste contemporaine, participent d'une ontologie sociale qui s'exprime justement dans la nouvelle dynamique d'automatisation du savoir telle que promue par Google et Facebook, qu'on retrouve dans l'actuel déploiement de ce qu'on appelle, dans le jargon informatique, les big data. Effectivement, les big data reposent sur une prémisse selon laquelle il est possible de récolter la totalité des données qui proviennent de la numérisation de l'activité sociale, ce qui rendrait obsolète l'interprétation de la réalité à partir des théories. C'est ce que soutient notamment un de ses principaux promoteurs, Chris Anderson, qui est l'ancien rédacteur en chef de la revue Wired, qui dit il s'agit d'un monde où d'énormes quantités de données et les mathématiques appliquées remplacent tout autre outil qui pourrait être utilisé. Fin de toute théorie du comportement humain, de la linguistique à la sociologie, oublier la taxonomie, l'ontologie, la psychologie, qui sait pourquoi les gens font ce qu'ils font. Le point est qu'ils le font et cela nous permet de suivre et de mesurer avec une fidélité sans précédent, avec suffisamment de données, les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Même chose donc, chez d'autres promoteurs qui disent en gros ici qu'il n'est plus nécessaire au final de comprendre pourquoi la réalité se produit. Il suffit au final de savoir pourquoi. Et bien souvent, cela suffit, comme disent ici Cocker et Meyer-Schonenberg. Donc, on pourrait dire que les systèmes automatisés ont transformé le savoir en information et, de manière assez paradoxale, les sciences sociales se sont avérées impuissantes face à cette logique, puisqu'elles se sont amputées de leur dimension synthétique, donc qui était au fondement finalement d'une pensée critique, laquelle implique nécessairement de penser la société comme une totalité au profit souvent d'un méthodologisme fondé sur l'empirisme abstrait qui ne fait au final que reproduire que l'état de fait qu'on retrouve dans les nouvelles logiques automatisées de production du savoir. Donc, d'un autre côté, on pourrait dire que la souplesse, la tolérance, la sveltesse, qui seraient, selon Lyotard, les bénéfices qu'on pourrait attendre du déclin du pouvoir d'unification de la synthèse, ont servi de légitimation aux transformations institutionnelles des universités à l'ère néolibérale. D'ailleurs, presque 40 ans plus tard, on peut dire que la condition postmoderne a eu une influence assez importante dans le développement des politiques universitaires, puisque les conclusions qui s'y trouvent semblent de plus en plus faire système avec les transformations institutionnelles des universités. À ce titre, on n'a qu'à penser à l'un des principaux livres qui inspirent les politiques universitaires, The New Production of Knowledge de Michael Gibbons, qui reprenait de manière acritique les propos de Lyotard, voulant que, donc, dans leur thèse, ils soutiennent que dans l'économie du savoir, le mode de production de la connaissance doit être transformé, alors que le savoir traditionnel était produit dans les universités selon un modèle qu'il qualifie hiérarchique, qui reposait sur un débat au sein de la communauté scientifique visant à déterminer la validité des connaissances. Le nouveau mode de production du savoir préconiserait de déhiérarchiser sa production dans la mesure où ce ne serait plus la communauté scientifique qui doit juger de la validité des connaissances. Ce serait plutôt la capacité des connaissances à trouver une application pratique dans l'environnement extérieur qui devient le critère déterminant leur validation. Donc Gibbons, dans un rapport intitulé « Higher Education Relevance in the 21st Century », soutient notamment que les universités, pour demeurer pertinentes au 21e siècle, devront se soumettre aux besoins du développement économique. Gibbons disait « La pertinence deviendra quelque chose qui devrait être démontré non seulement une fois, mais sur une base continuelle. Les impératifs économiques vont tout balayer sur leur passage, et si les universités ne s'adaptent pas, elles seront surpassées. » Je vais passer à mon deuxième point, parce qu'on pourrait dire que bon, c'est ce modèle-là qui est en crise à l'heure actuelle, mais qui a tout de même inspiré un certain nombre de réformes institutionnelles au sein des universités depuis une trentaine d'années, qui visent en gros à assurer un arrimage de l'éducation sur le marché, sur les principes du marché, transformation qui se décline en 5 axes. Je vais les passer très schématiquement. Premièrement, une réforme de la gouvernance. Deuxièmement, une réforme du financement. Troisièmement, une réforme de la pédagogie des programmes. Quatrièmement, mise en place des mécanismes d'assurance qualité. Et cinquièmement, nouveau régime de privatisation de la connaissance. Premièrement, on le sait, il s'agit d'une part de restreindre l'autonomie, la collégialité, la liberté académique, afin de déplacer le pouvoir institutionnels universitaires vers les conseils d'administration formés principalement de gens d'affaires. C'est de cette manière, en grande partie, qu'on résume les politiques de gouvernance au sein des rapports de l'OCDE. Ensuite, on assiste un peu partout dans le monde à une augmentation des droits de scolarité, donc également de l'endettement étudiant, qui vise à modeler le comportement du capital humain afin qu'il s'harmonise avec les besoins du marché. Réforme des programmes à partir des principes de l'employabilité. Donc, il s'agissait au départ de former des professionnels et maintenant à former des employables. Donc, dissolution de l'autonomie, on pourrait dire de l'éthique du travail, au profit de la promotion d'une formation flexible basée sur le renouvellement des compétences. Ensuite, il s'agit de remplacer l'ancien régime qu'on peut appeler d'open science, selon lequel le développement de la science est basé sur la libre circulation des résultats au sein de la communauté scientifique, vers un régime d'appropriation privée de la connaissance, tel qu'il a été institutionnalisé notamment aux États-Unis à partir de la loi Bayh-Dole en 1983.
en vue finalement de produire des brevets à partir, donc privatiser la connaissance qui est financée publiquement. Logique finalement qui est consolidée par la mise en place de ce qu'on appelle les mécanismes d'assurance qualité qui visent à travers le développement d'une comptabilité à évaluer en temps réel la valeur des compétences ou des diplômes selon une application sur le marché. On pourrait dire que les agences d'assurance qualité jouent le rôle dans le système financier des agences de notation. Donc, dans un tel cadre, les établissements adoptent un mode de fonctionnement, qu'on pourrait dire communicationnel, publicitaire, dans lequel c'est le branding puis l'image de marque qui devient le principal indicateur de ce qu'on appelle la qualité. Ce modèle, finalement, on pourrait dire en grande partie qu'il est tombé en crise en même temps que l'effondrement des marchés financiers en 2008. Dans un contexte, d'ailleurs, de ce que certains économistes traditionnels ou mainstream actuellement appellent un contexte de stagnation séculaire. C'est-à-dire que de plus en plus, on se rend compte qu'on a une reprise sans croissance, que les entreprises sont assises sur des masses de liquidités qui hésitent énormément à investir. On cherche en grande partie à produire un discours pour stimuler la confiance des marchés. Puis ce discours, en grande partie, on peut dire, qui s'articule autour de la question de la 4e révolution industrielle, qui apparaît de plus en plus comme, on pourrait dire, un discours de sortie de crise. 4e révolution industrielle, on pourrait dire, en termes de l'économie des conventions, il joue le rôle d'une convention d'interprétation qui vise à pallier les contradictions actuelles de l'économie du savoir. C'est-à-dire qu'il vient tenter de justifier l'investissement en termes de liquidité dans une logique, on pourrait dire, d'autoréalisation du marché. Donc, selon les élites universitaires, la solution à la crise économique consisterait justement à accentuer le rapprochement entre les universités et les entreprises afin de mettre en place et de consolider cette 4e révolution industrielle qui, il faut le rappeler, repose sur la convergence entre les nouvelles technologies NBIC qu'on appelle nano, bio, info, cogno. Donc, rapprochement, convergence entre sciences physiques, numérique et biologie. D'ailleurs, c'est ce que disait l'année dernière, à la suite du Forum économique mondial, la rectrice et vice-chancelière de l'Université McGill, Suzanne Fortier, elle dit « Les universités et les entreprises devront donc plus que jamais travailler en collaboration. De leur côté, nos gouvernements devront favoriser le développement d'un climat d'affaires plus propice à l'innovation. Nous pouvons jeter les bases de la 4e révolution industrielle au Québec en multipliant les partenariats de recherche et en offrant à la nouvelle génération la possibilité de mettre en œuvre ces idées et de participer à la recherche et au développement au sein des entreprises, et ce, dès le premier cycle de leurs études à l'université. » Guy Breton, par la suite, va défendre le même type de discours en disant que la recherche et l'innovation ne sont pas partout dans le monde inscrites dans la mission des universités, mais c'est un trait distinctif du modèle universitaire nord-américain. On retrouve ça également donc ici dans l'élaboration d'un nouvel institut de valorisation des données. Ici, c'est une petite citation tirée justement de l'Institut de valorisation des données qui dit Campus Montréal est l'un des milieux les plus féconds du monde dans le domaine de la recherche opérationnelle, de la science des données et de l'intelligence artificielle, ce qui lui permet d'être à l'avant-garde en matière de valorisation des données massives. L'Institut de valorisation des données, donc, qui regroupe les forces de l'Université de Montréal, Polytechnique et HEC dans ce domaine, aide les entreprises à renforcer leur compétitivité à travers des activités de recherche, de transfert technologique et de formation. On pourrait dire que, c'est le point sur lequel je voulais insister dans ma conférence, c'est ce discours est fondamentalement contradictoire puisqu'il implique de stimuler l'investissement dans des technologies qui sont au final destructrices d'emplois. Hein? Contradiction, on pourrait dire, qui avait été en partie résorbée à l'après-guerre par la création d'une quantité importante d'emplois de col blanc dans le secteur des services, ce qui est au fondement, on pourrait dire, de la classe moyenne, et qui a été rendu possible également par la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. Or, la prolifération d'algorithmes ultra sophistiqués est justement en train d'expulser de la sphère du travail bon nombre de ce qu'on pourrait appeler travailleurs intellectuels, dont on croyait que l'activité ne pouvait pas être remplacée par des machines, dans le domaine de la finance, du droit, de l'éducation, de la santé, du journalisme. D'ailleurs, un rapport du Forum économique mondial estime que la 4e révolution industrielle, qui est propulsée par les big data, l'Internet des objets, devrait entraîner la perte d'environ 5 millions d'emplois d'ici 5 ans. Une étude qui a été faite par deux économistes de l'Université d'Oxford qui dit que 47% des emplois aux États-Unis seront potentiellement automatisés dans 1 ou 2 décennies.
Selon Brynjolfsson et McAfee, qui ont publié un bouquin assez influent sur le sujet qui s'appelle Race Against the Machine, ils disent que le problème de la stagnation actuelle ne proviendrait pas principalement d'une absence d'innovation technologique, mais plutôt du fait que les nouvelles technologies ont expulsé de la sphère du travail bon nombre de travailleurs. Puis ces deux auteurs qui préconisent une solution qu'on pourrait appeler néo-schumpeterienne à cette sortie de crise établissent une série de recommandations politiques pour les universités qui consistent notamment à produire davantage une subjectivité, on pourrait dire auto-entrepreneuriale, qui correspond en grande partie à la logique néolibérale. Leur proposition s'articule autour de 3 recommandations. Premièrement, investir davantage en éducation, notamment en payant plus les professeurs. Mais deuxièmement, il s'agirait de tenir les professeurs imputables de leur performance, par exemple, en éliminant la permanence en contrepartie de leur salaire plus élevé. Et troisièmement, face à la logique d'automatisation, il faudrait davantage enseigner l'esprit d'entreprise comme une compétence non seulement dans les écoles d'élite et dans les écoles supérieures, mais dans la population générale. Elle consiste en gros à produire une espèce de logique d'ubérisation généralisée dans la sphère du marché de l'emploi. On va dire que juste pour arriver vers m'enligner vers ma conclusion, on se trouve dans une logique curieuse de guerre économique mondiale où c'est le pays qui aurait détruit le plus d'emplois qui pourrait avoir la prétention d'être le vainqueur. D'ailleurs, pour conclure, les transformations contemporaines des universités et du savoir qui est produit mèneraient, dans une note assez pessimiste, de Bernard Stiegler, que j'ai cité en début de conférence. Selon lui, ça mène à l'heure actuelle un processus de prolétarisation généralisée, dans la mesure où, dit-il, il liquide toutes les formes de savoir, y compris et surtout, de nos jours, les savoirs théoriques, et non seulement les savoir-faire et les savoir-vivre. Par prolétarisation, Stiegler entend l'extériorisation du savoir par rapport aux sachants, qui s'objectivent dans des systèmes automatisés de prise de décision. En ce sens, on pourrait dire que pour penser les alternatives à la situation contemporaine, il est essentiel de réfléchir à l'idée ou à la doctrine qui régule la pratique universitaire. Par-delà la seule recherche d'innovation, puis ça encore, c'est une publicité de HEC Montréal, qui dit que ce ne sont pas les idées qui mènent le monde, mais leur gestion. C'est assez représentatif finalement de la crise qui traverse les universités à l'heure actuelle, crise qui porte principalement sur les finalités de la mission universitaire. Michel Freytag disait d'ailleurs dans le naufrage de l'université, il y a déjà de ça 20 ans, c'est d'ailleurs ici, je cite, c'est d'ailleurs ici que l'on découvre un des effets les plus pernicieux de la primauté associée à la recherche dans le recrutement des professeurs d'université, en même temps que la recherche, dans son dynamisme propre, s'oriente vers des objets de plus en plus spécialisés et fragmentés. Les études dites supérieures ont fini par se confondre avec la formation à la recherche, avec la production de chercheurs, avec la transmission du savoir-faire purement méthodologique lorsqu'il n'est pas seulement pragmatique. Au plus haut niveau de sa réalisation de la mission universitaire, on ne tend plus ainsi qu'à former des compétences généralisées fragmentaires, des savoir-faire opérationnels d'application automatiquement, idéalement, informatisables et robotisables. C'est-à-dire qu'on est en train de produire du savoir en miettes comme on a produit du travail en miettes au début de la révolution industrielle. Donc, dans ce contexte, l'autonomie individuelle fait place à l'adaptation et à l'autorégulation d'un individu qui a été transformé en entrepreneur de lui-même face aux signaux communicationnels que lui envoie son environnement, c'est-à-dire les marchés qui sont de plus en plus transformés en algorithmes qui pensent pour nous. Les étudiants désirent désormais des emplois faute de pouvoir espérer un travail, ce qui consiste au fond à dire qu'ils désirent le salaire plutôt que le savoir. Or, si l'emploi est toujours ce qui nous prive du savoir, cela consiste à dire que l'arrimage de l'université sur le principe d'employabilité, ou, comme l'a dit le recteur de l'Université de Montréal, Guy Breton, les cerveaux doivent correspondre aux besoins des entreprises, cela correspond au final à enseigner l'ignorance. Donc, pour finir, je vais terminer sur une citation de Louis Mumford qui a écrit dans les années 50, Technique et civilisation, qui disait « Croire que les dilemmes sociaux créés par la machine peuvent être simplement résolus par l'invention de plus de machines, c'est aujourd'hui le signe d'une pensée desséchée qui confine au charlatanisme. » Merci.